Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. C'est la rétrospective de la semaine sur Ecofin Télévision. Messieurs et dames, bienvenue à tous. C'est pencher sur les axes fondamentaux pour dynamiser la recherche scientifique et innovation technologique en République démocratique du Congo. C'est l'essence même de la conférence débat animée à Kinshasa par le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique Gilbert Kabanda, qui a invité ses interlocuteurs à partager avec lui ses ambitions à caractère économique et social pour investir les pays d'une nouvelle révolution culturelle. Suivez. Le tout Kinshasa scientifique, à savoir le monde de la recherche scientifique, mais aussi le microcosme des universités, s'est donné rendez-vous à l'hôtel Sultani de la Gombe. Les uns et les autres, très nombreux, ont répondu présent à l'invitation du ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, initiateur de cette activité académique. Gilbert Kabanda a saisi également cette opportunité pour s'épancher sur les 4 axes fondamentaux pour dynamiser la recherche scientifique et l'innovation technologique en RDC. Le ministre Kabanda a ainsi convié l'ensemble de ses interlocuteurs de ce jour à partager avec lui ses ambitions scientifiques à caractère économique et social pour investir le pays d'une nouvelle révolution culturelle qui ne rime pas avec le mismanagement, comme disent les anglophones. Nous, les cadres congolais, nous sommes des champions du mismanagement. C'est que nous sommes de mauvais gestionnaires. Congolais en général, les cadres congolais, les professeurs congolais, les docteurs congolais, les ingénieurs congolais, nous sommes de mauvais gestionnaires. Voilà encore une révolution culturelle que nous devons faire. Son message, capté 5 sur 5, a eu un écho favorable parmi l'assistance nombreuse dans la salle. Le témoignage de la professeure Aïssa Malou choisie comme modératrice de la conférence débat en dit long. On a eu son Excellence Monsieur le Ministre qui a rappelé les actions du gouvernement, qui a dit qu'il y a eu un énorme effort qui a été fait pour relever le budget de la recherche scientifique. C'est absolument important et c'est carrément une augmentation historique aujourd'hui, qui a rappelé ce qu'il a fait avec le génie des conclaves, avec le conclave des génies pour montrer l'innovation congolaise. Donc ici, ce dialogue était absolument important à avoir. À noter que cette université a ainsi salué cette initiative comme bien louable du ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a effectué le mardi 19 décembre 2023 une descente au grand marché de Kinshasa, communément appelé Zando, pour une visite d'inspection et de suivi des travaux en ce lieu de négoce. Le chef de l'État a profité de l'occasion pour donner quelques instructions fermes quant à son parachèvement. Suivez. Il ne laisse apparaître aucun signe de fatigue sur son visage. Après 30 jours de campagne électorale sur les 26 provinces parcourues, l'infatigable serviteur de l'État a été ce mardi 19 décembre au marché central de Kinshasa en pleine construction pour une visite d'inspection. Chaleureusement accueilli sur le chantier, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est venu faire le suivi des travaux qui sont presque à terme. Quelques explications lui ont été fournies sur place. Soucieux d'offrir aux Kinois un centre de négoce moderne, le chef de l'État a donné des instructions fermes pour le parachèvement à bonne date de ce grand marché. La construction proprement dite a commencé le 19 septembre 2022. Elle était précédée de la phase de la démolition de l'ancien marché et l'évacuation de déchets. Établi sur une superficie de 92 mètres carrés, le marché communément appelé Zando est actuellement constitué de 650 magasins et 80 étals. Construit en début des années 70 pour une capacité d'accueil de 3500 personnes, le nouveau marché de Kinshasa devrait accueillir d'ici l'an prochain près de 200 000 personnes, vendeurs et acheteurs compris.
L'Université pédagogique nationale est désormais dotée de 2 nouveaux bâtiments de plus de 40 auditoires. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé la veille des élections générales à l'inauguration de ces imposantes infrastructures construites sur financement propre du gouvernement congolais. Suivez. À propos, il y a une infrastructure, bateau, il y a une entreprise, il y a construction, beaucoup de monde assiste dans le Nord. Ils n'ont pas manqué d'exprimer leur joie incommensurable, cela au regard des conditions déplorables dans lesquelles ils étudiaient. Nous sommes ici à l'Université pédagogique nationale qui hier encore logeait des bâtiments inachevés et délabrés, ne permettant aux étudiants de suivre convenablement les cours. Une bien triste réalité qui appartient désormais au passé. Aujourd'hui, l'UPEN est revêtu de sa plus belle robe. Dotée de 2 nouveaux bâtiments construits sur les normes des standards internationaux, cette institution universitaire a accueilli pour la 2e fois le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, venu lui-même pour inaugurer ces imposantes infrastructures de 42 auditoires financés sur fonds propres du gouvernement. Ce complexe titanesque comprend en outre 2 bibliothèques numériques et physiques, un laboratoire et une grande salle de conférence. La satisfaction des bénéficiaires est ainsi à la hauteur de l'ouvrage bâti. Réalisé. Les conditions dans lesquelles on étudiait étaient tellement bizarres. Si nous comparons les régimes actuels face au régime passé, il y a vraiment une grande différence. On reconnaît une autorité par rapport à ses œuvres en fait. Par cet acte, l'ensemble de la communauté universitaire de l'UPEN a décerné au chef de l'État le prix de l'excellence du champion de l'éducation. Le Conseil extraordinaire de la faculté de psychologie et sciences de l'éducation entendu en son avis favorable pour votre distinction, nous vous décernons le prix d'excellence du champion de l'éducation pour avoir placé l'homme au centre de votre action. Ces locaux bien équipés ont chacun la capacité d'accueil de 260 étudiants. La 3e phase des travaux comprend la construction des hommes pour les filles, 14 auditoires, un terrain de football avec gradin, le rectorat et 2 bâtiments administratifs sur une durée maximum d'1 an. Après son passage à l'Université pédagogique nationale, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est aussitôt rendu à l'hôpital général de Kinshasa ex-Mamayemo pour les mêmes exercices, la construction du centre hospitalier universitaire Renaissance. La nouvelle dénomination de cette infrastructure hospitalière a bénéficié entièrement du financement du gouvernement de la République. Personne n'aurait imaginé qu'après 111 ans, Félix-Antoine Tshisekedi donnerait à l'hôpital général de référence de Kinshasa ses lettres de noblesse à l'image d'un grand comme le Congo démocratique. Ce petit dispensaire destiné jadis aux indigènes assurait des soins ambulatoires à la population autochtone noire de Léopoldville a été caractérisé pendant de longues années par une période marquée par un délabrement accru qui a conduit à la vétusté et au vieillissement de l'ouvrage. 110 ans après, avec un bâtiment imposant de 4 étages, Mamayemo est devenu aujourd'hui un miroir sous Félix Tshisekedi, un hôpital qui répond aux standards internationaux, fruit de la détermination du chef de l'État et accompagner sa vision dans la couverture santé universelle avec des acquis à consolider. Cette nouvelle infrastructure hospitalière s'appellera désormais Centre hospitalier universitaire Renaissance. Nous avons décidé d'en faire un centre universitaire, un hôpital tertiaire devant constituer un pôle d'excellence dans divers domaines. Aucun malade ne sera transféré de cet hôpital vers un autre hôpital de la RDC, étant donné qu'il va être le mieux équipé et avec les meilleurs services. Notre ambition est de faire de cet hôpital le meilleur de l'Afrique centrale. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, malgré sa modernisation, cette structure restera un hôpital du peuple, accessible à toutes les bourses, afin que chaque Congolais, chaque Congolaise, en commençant par les Quinois et les Quinoises, puissent y recevoir les meilleurs soins de santé possibles sans se ruiner financièrement. Il convient de signaler que les travaux financés par le ministère de Finances à travers le BCECO ont duré 20 mois et ont coûté 18 millions de dollars américains. Ils vont se dérouler en 3 phases pour garder l'opérationnalité offerte par l'hôpital.
Le centre financier de Kinshasa, c'est la dernière infrastructure inaugurée le mardi 19 décembre par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, fruit de la coopération turco-congolaise. Cette imposante infrastructure comprenant 6 grands immeubles dont les tours jumelles du ministère des Finances et du ministère du Budget a coûté plus de 290 millions de dollars américains. Regardez. C'est une infrastructure à la hauteur des ambitions qui nourrit la République démocratique du Congo. Le centre financier de Kinshasa et de Congrès représente la plus grande réalisation qui vient pérenniser les réformes initiées par la RDC dans le domaine des finances. La cérémonie inaugurale de cette imposante infrastructure a eu lieu dans la salle de congrès. Plusieurs personnalités de marque y étaient conviées. C'est le cas des responsables de l'entreprise turque Milvest, le partenaire principal qui a réalisé cet ouvrage, dont les travaux de construction n'ont duré que 18 mois, un pari totalement gagné par le gouvernement congolais. Loin de n'être qu'un simple ouvrage, cette infrastructure se veut un vrai catalyseur, celui de la capacité par notre pays de réaliser des prouesses en des temps records, mais bien plus celui de notre volonté collective à participer à l'essor de notre continent en dotant progressivement l'État congolais d'outils et de moyens de sa politique ainsi que de son action afin qu'il devienne réellement un acteur majeur de développement de notre nation et des peuples d'Afrique. Cet édifice va permettre au pays de générer davantage des ressources. Sa gestion a été confiée au Fonds d'investissement stratégique créé par le gouvernement. Une seconde livraison du bâtiment est prévue en juin 2024 avec un hôtel 5 étoiles de 19 niveaux. La République démocratique du Congo a introduit l'usage de la facture électronique normalisée et des dispositifs électroniques fiscaux. C'est le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge qui a procédé le 19 décembre dernier au lancement officiel de cette réforme dont l'objectif est notamment d'assurer un développement durable, équilibrer également la charge fiscale et stimuler l'économie. C'était à l'hôtel Rotana à Kinshasa. Organisée par le ministère des Finances, cette cérémonie a connu la participation du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde. À l'occasion, le chef du gouvernement congolais a salué à sa juste valeur cette innovation fiscale qui s'inscrit dans le cadre de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous nous retrouvons ici pour mettre en lumière une réforme cruciale, celle de notre système fiscal. Une initiative qui se situe au cœur même de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour un avenir prospère et équitable. Cette innovation est fondamentale dans le système fiscal congolais, à en croire le chef de l'exécutif, d'autant plus qu'elle permet d'assurer le développement durable, d'équilibrer la charge fiscale et de stimuler l'économie. Cette réforme essentielle à la croissance et à la stabilité de notre économie est un engagement envers l'innovation, la transparence et la justice. Elle représente une étape décisive vers l'édification d'une société où l'équité fiscale est non seulement un idéal, mais également une réalité tangible. Cette innovation dans notre système fiscal est fondamentale pour assurer un développement durable, pour équilibrer la charge fiscale et pour stimuler notre économie. Elle est le fondement sur lequel nous pouvons désormais construire un avenir économique sain et transparent pour tous. Notons par ailleurs que la réforme sur la facture normalisée et des dispositifs électroniques fiscaux est fondamentale pour l'avenir économique de la République démocratique du Congo.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l'unanimité les plans de retrait de la MONUSCO, une décision prise lors de la séance consacrée à la République démocratique du Congo le 19 décembre dernier. De ces faits, les gouvernements congolais, à part l'entremise de son représentant à ces assises, remerciaient les efforts du Conseil d'avoir entériné cette résolution. Les détails dans ces commentaires. Plus de doutes concernant le plan de retrait progressif de la mission onusienne en République démocratique du Congo. Signe de commun accord entre le gouvernement et la MONUSCO, ce plan a été entériné à l'unanimité par les 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce, au cours d'une séance consacrée exclusivement sur la question. Une approbation qui marque, pour ainsi dire, le cap du désengagement des casques bleus sur le sol congolais. Cette décision, du moins, n'a pas laissé insensible le gouvernement congolais qui, par l'entremise de son représentant à ces assises, a salué les textes qui consacrent la mise en œuvre de ces dispositifs. Nous tenons également à remercier les membres du Conseil de sécurité, le secrétaire général des Nations Unies, pour les efforts qui ont été menés et tous les pays partenaires, membres du Conseil de sécurité, avec lesquels nous avons travaillé en étroite collaboration pour rendre possible l'adoption ce jour de cette résolution qui consacre la mise en œuvre du dispositif qui a été accepté de commun accord entre les Nations Unies et le gouvernement de la République démocratique du Congo en vue du retrait de la MONUSCO. Le mandat de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo a été au cours de cette même séance prorogé d'une année, c'est là jusqu'au 20 décembre 2024. En vertu de cette résolution, la MONUSCO maintiendra jusqu'au 30 juin de l'année prochaine un effectif maximum autorisé de plus de 13 000 militaires, un effectif qui se verra par la suite réduit à 11 500 dès le 1er juillet 2024. Au cours de cette même séance, le Conseil de sécurité des Nations Unies a renouvelé les mandats de la MONUSCO jusqu'au 20 décembre 2024, une décision qui n'est pas du goût de l'opinion congolaise qui souhaite un départ beaucoup plus accéléré de la mission onusienne. On écoute à propos les avis de quelques Quinois. Bon, la décision de prolonger le mandat de la MONUSCO ici en RDC n'est pas du tout nécessaire. On n'encourage pas le prolongement de la MONUSCO sur l'espace congolais. Pourquoi? Parce qu'il est temps qu'ils partent. Les Congolais eux-mêmes assurent déjà la sécurité de leur territoire national à travers l'armée qui est forte et hautement fournie en armement. À mon humble avis, ces casques bleus et tous les services doivent se préparer en conséquence pour quitter le sol congolais. J'estime que la mission pour laquelle ils étaient venus n'a été accomplie comme il se doit. La protection de la population n'a pas été assurée, surtout dans ces zones touchées par les guerres. Je n'approuve vraiment pas l'année supplémentaire qui leur a été accordée, qui laisse le FARDC assurer la sécurité du pays. Pour moi, j'avais appris tout joyeux la nouvelle annonçant les départs de ces troupes de la force onusienne sur notre sol. Et cette conviction du retrait progressif de la MONUSCO et à placer sous l'actif du président de la République qui a entendu les pleurs de la population. En tout cas, nous soutenons le chef de l'État et nous souhaitons ardemment que cette résolution soit d'application comme cela a été le cas pour les forces régionales de l'EAC. Il n'y aura pas de rupture des stocks de maïs en cette fin d'année pour les militaires et policiers. Telle est la déclaration du commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik, après sa descente dans les différents entrepôts et cantines répandus dans les différents camps militaires à travers la ville de Kinshasa. Suivez.
Les commandants du service national, accompagnés d'une délégation, a fait la ronde des entrepôts et autres cantines répandus dans différents camps militaires de la ville de Kinshasa pour s'assurer que rien ne va manquer aux policiers et militaires pendant les festivités de fin d'année sur le plan alimentaire. Il s'agit pour le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik de s'assurer du respect des instructions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Moi, en tant que commandant du service national, j'ai comme obligation de m'assurer que dans tous les camps militaires, dans toutes les cantines militaires à travers la ville de Kinshasa, il y a suffisamment de stock pour que le militaire, pour que les membres de leur famille, qu'ils y accèdent facilement et qu'ils passent la période de fête en beauté. Le patron du service national précise que depuis le lancement de cette opération de ravitaillement des cantines, il y a 2 ans, le sac de maïs de 25 kg se vend toujours à 18 000 francs congolais en dépit de la dépréciation de la monnaie nationale. Je voudrais ici rassurer ces familles, donc les familles des militaires et des policiers, que le service national a suffisamment de stock pour nouer les 2 bouts de l'année. Il n'y a jamais eu de rupture de stock depuis que nous avons lancé l'opération de vente de farine dans les cantines militaires. Et il n'y en aura pas. Nos stocks en font la preuve. Nous avons suffisamment produit l'année dernière. Nous avons des cultures en croissance pendant que je vous parle. Nous allons commencer une prochaine récolte d'ici le mois de mars. Et donc, on ne manquera de rien. Il y aura toujours, il n'y aura jamais de rupture. Donc, les militaires, les policiers ainsi que leurs familles ne doivent pas s'inquiéter. Pour lui, avec l'idée d'améliorer la vie sociale des militaires et policiers, le service national prévoit de diversifier sa production avec l'élevage de bœufs. L'encours de la dette publique s'est situé à plus de 10 millions de dollars américains au 30 septembre 2023. C'est ce qu'indique le bulletin trimestriel de la dette publique, document publié le 11 décembre dernier par la Direction générale de la dette publique DGDP. Et d'après la note, la dette extérieure couvre 61% de ces encours contractés en très grande partie auprès des institutions financières internationales. Plus de détails dans ces commentaires. Selon ce bulletin trimestriel de la DGDP, l'encours de la dette publique au 30 septembre 2023 s'est établi à 10 442 000 dollars américains, dont 6 354 000 dollars américains de dettes extérieures et 4 027 000 dollars américains de dettes intérieures. La dette extérieure, qui représente en pondération 61% de cet encours public, a été contractée en grande partie auprès des multilatéraux, dont notamment la Banque africaine de développement, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, le Fonds monétaire international, l'Association internationale de développement et autres institutions internationales. La somme totale des encours contractés auprès de ces multilatéraux s'élève ainsi à 5 millions de dollars, soit 78,97% de l'encours total de la dette publique. Tandis que les emprunts contractés auprès des bilatéraux à la période sous étude s'énotent à 1 million de dollars. La Chine, le Club de Paris, l'Inde et autres bilatéraux représentent 17,99% de la somme totale de cet encours. Et la part en pourcentage d'autres créanciers privés s'est chiffrée à 0,57%. Par ailleurs, rien n'a été sollicité auprès des banques commerciales. S'agissant de la dette intérieure, elle s'est chiffrée, relèvent les documents, à 4 047 dollars américains. Dans cette catégorie figure la créance BCC qui prend 49,63% de l'encours de la dette publique intérieure, le dossier avec protocole qui couvre 10,95%, les encours titres publics avec 10,61% et les stocks arriérés budgétaires certifiés et validés avec 28,81%. À noter que ce document de la DGDP retrace la situation de la dette publique à la période allant de 2021 au 3e trimestre de l'année en cours. Et depuis la fin du mois d'août de l'année en cours, 311 ouvrages ont été livrés au gouvernement congolais sur un total de 2143 entendus, soit un taux d'exécution de 14,5%. C'est ce qui souligne un rapport du Centre de recherche en finances publiques et développement local, CREFDEL. Ce centre assure aussi que jusqu'au mois d'avril 2024, le taux de réalisation de la première phase de ces gigantesques projets atteindra environ 71,5% par rapport aux prévisions. Suivez.
Initialement financé à hauteur de 1,66 milliard de dollars américains sur une période allant de 3 ans, le tout premier volet du programme de développement local des 145 territoires concernait la construction de 2131 infrastructures, dont 788 centres de santé, 1198 écoles et 145 bâtiments administratifs pour un coût estimé à 511 millions de dollars américains. À en croire ces rapports du CREFDEL portant sur la période allant de mai à août 2023, 18 mois après les décaissements de fonds, 1523 infrastructures de base, dont 865 écoles, 567 centres de santé et 91 bâtiments administratifs, pour être livrés au gouvernement d'ici le mois d'avril 2024, ce qui ramène le taux de réalisation à 71,5%. Par ailleurs, les groupes d'experts en finances publiques font état du gaspillage des ressources dû à l'augmentation des coûts de certains ouvrages, entraînant ainsi une perte de 250 millions de dollars sur l'exécution du programme. Ces documents renseignent que le coût de construction varie entre 100 000 et 150 000 dollars américains par ouvrage et diffère par zone géographique. Au regard des zones d'ombre évoquées dans son deuxième rapport, après celui publié en janvier dernier, les CREFDEL convient les organes de contrôle d'auditer l'utilisation des fonds affectés à la mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires. Élaboré par les gouvernements et initié par le président Tshisekedi, le programme de développement local est dédié aux 145 territoires pour combattre la pauvreté et les inégalités sociales. À noter que la mise en œuvre du programme des 145 territoires est assurée par le Bureau central de coordination, la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles et les programmes des Nations Unies pour le développement. Fin de cette rétrospective de la semaine sur votre chaîne Ecofin Télévision. Restez sur notre chaîne et surtout, bonne période festive chez vous. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.